Il était une fois une potion magique distribuée à tous les élèves de France pour les aider à grandir et les rendre forts. Un aliment si bon pour la santé que les autorités décidèrent d'en prescrire 3 à 5 doses par jour à chaque Français. Il était une fois le lait et ses amis, les produits laitiers. L'histoire partait bien, mais ça, c'était avant. L'être humain, c'est la seule espèce mammifère qui prend le lait d'une autre espèce et puis qui prend du lait lorsqu'il est adulte. Il a tout faux, sur toute la ligne, on marche sur la tête. J'ai grandi dans un monde où partout il y avait de la publicité pour l'industrie laitière, qui nous disait qu'on avait besoin de 4 produits laitiers par jour pour notre santé. Mais ce n'était vraiment basé sur aucune preuve. Je pense qu'il est irresponsable de dire aux gens consommer 3 à 4 laitages par jour. Il y a d'abord eu les livres, les articles et cette rumeur qui enfle. Le lait provoquerait des troubles ORL, des maladies immunitaires et même des cancers. Ces messages sont-ils issus d'une poignée d'illuminés ou s'appuient-ils sur des données scientifiques? Doit-on avoir peur d'un grand méchant lait? Des Français qui s'interrogent sur leur consommation de lait, nous en avons trouvé dans un endroit inattendu. Au cœur de la Mayenne, nous sommes attendus par des éleveurs de vaches laitières. Luc et Marie-France ont repris cette exploitation il y a une quinzaine d'années, avec une idée en tête, produire un lait et une viande les plus sains possibles. Allez. Alors ici, on ne donne pas de soja aux bêtes, mais à la place de la luzerne. Le résultat, les éleveurs le voient couler chaque jour, des pieds des vaches. Oui, on est fiers parce qu'on a conçu toute une façon de le produire, notamment l'alimentation des vaches, pour viser un bon produit et un produit avec des qualités nutritionnelles forte et dont on est fier et on se dit que si d'autres le consomment, c'est bien, quoi. Voilà. Et du producteur au consommateur, il n'y a parfois qu'un pas. Quelques mètres en l'occurrence, entre Marie-France et ses 4 enfants. Voilà, coucou, bonjour. Ça va les loulous, voilà le lait. Mais malgré ses qualités nutritionnelles, le lait de la ferme ne fait pas l'unanimité dans la famille. Globalement, tout le monde aime le lait, excepté Anne-Laure, qui n'apprécie pas le lait et qui pense que le lait lui donne des boutons, donc elle n'en boit quasiment pas. Je trouve que c'est difficile à digérer. Enfin, j'aime pas trop comme ça. Trop. Je pense qu'il nous apporte que des bienfaits. En plus, c'est pas vraiment mauvais. Il sort du pied des vaches, donc c'est carrément artisanal. Et on sent vraiment les différences quand on va en boire chez les autres. Alors nous, en tant qu'adultes, mon mari et moi, n'en consommons quasiment pas sous forme lait. On s'est aperçu au fil du temps, ces dernières années, donc au stade d'adulte, qu'on avait du mal à le digérer. Voilà. Dans la famille, il y en a un encore plus catégorique, c'est le père de Marie-France. Éleveur et grand buveur de lait, il a arrêté tous les laitages du jour au lendemain, persuadé qu'ils sont mauvais pour la santé. Mon père il avait lu 1 ou 2 livres sur la question, sur le fait que le lait avait des méfaits pour la santé et même qu'il pouvait être précurseur de maladies graves, cancer ou maladies auto-immunes, etc. Et donc on a lu, on a parcouru, mais on peut arriver à des discours extrémistes sur tous les produits, pas seulement sur le lait. Moi, ce que je pense, c'est que c'est ni trop, ni pas du tout. Les Français, eux, ont en tout cas choisi d'en consommer moins, préférant se reporter sur les fromages et les yaourts.
Au cours des 10 dernières années, les ventes de lait ont chuté de 13%. La mauvaise réputation du lait y serait-elle pour quelque chose? Les dernières enquêtes révèlent que 16% des Français, soit 10 millions de personnes, craignent les effets du lait sur leur santé. La peur qui arrive en tête des sondages concerne la santé des enfants. Le lait provoquerait des problèmes ORL à répétition, comme des sinusites ou des otites. Alors dans le doute, certains préfèrent tout arrêter. En plein cœur de Paris, nous avons rendez-vous avec une mère de famille. Cette Française d'origine mexicaine n'a pas mis les pieds dans un supermarché classique depuis des années. Ses courses, elle les fait uniquement dans des magasins bio. Olivia ne boit plus de lait de vache. Elle l'a remplacé par du lait végétal à base de riz, d'amandes ou de soja. Et depuis quelques mois, elle les fabrique elle-même. Alors j'utilise pour le lait, je peux utiliser du riz, j'utilise du sarrasin, du millet. Quelquefois je mets un peu de millet, donc je mélange. Je fais des recherches, je crée. Et de la créativité, il en faut. Car ces laits ne sont en fait que des jus, sans protéines ni calcium. Alors pour compenser, Olivia doit les chercher dans le reste de son alimentation. Alors, par exemple, les algues sont très riches en calcium, en magnésium. Les sardines, c'est incroyable, mais les sardines ont énormément de calcium, surtout dans les arêtes. Donc il faut tout manger. C'est délicieux. Et les enfants, ils adorent ça. Olivia surveille surtout de près les besoins nutritionnels de ses deux filles, de 3 et 5 ans, car elles non plus ne boivent jamais de lait de vache. À l'heure du goûter, elles ont droit à leur lait fait maison. Des noisettes, des noix de cajou, du riz, un peu d'eau. Et quelques minutes plus tard, un lait qui ressemble à du lait de vache, en tout cas pour la couleur. Pour le goût, c'est autre chose. On sent un peu le riz, mais pas nécessairement. Mais surtout la noisette. Et surtout la noix d'acajou. Ce goût prononcé pour le lait végétal est assez récent. Dans son enfance et même à l'âge adulte, Olivia buvait beaucoup de lait de vache. Elle a tout arrêté il y a seulement 7 ans. Je tombais malade régulièrement. Et là, mon docteur m'a dit il faut arrêter les laitages. J'ai dit tiens. Et j'ai arrêté les laitages et c'était radical. C'est incroyable. Du jour au lendemain, j'étais mieux par rapport à moi-même. Je tombais moins malade. J'étais moins encombrée du nez. J'avais moins mal à la tête. Mon estomac allait beaucoup mieux. J'avais un transit normal. Donc il y a eu un grand changement. Depuis, Olivia a fait une croix sur tous les produits laitiers. Ses filles, elles, mangent encore 1 ou 2 yaourts par semaine. Mais Olivia est persuadée qu'ils sont responsables des rhumes de sa fille aînée. On y va? Oui. Elle a donc pris rendez-vous pour elle chez Candice, une naturopathe. Alors Andrea, tu as quel âge maintenant? 5 ans et demi. T'as 5 ans et demi. Elle continue à avoir un peu le nez encombré, un peu de la toux, donc de la toux grasse. Ok. Donc, la naturopathie est une thérapie non conventionnelle qui s'appuie en grande partie sur l'alimentation. Oui. Alors quel type de yaourt? Mais ça, c'est les petits yaourts au lait de vache. D'accord, ça c'est ton petit plaisir. Voilà, donc c'est peut-être Il n'en faut pas plus à la naturopathe pour faire son diagnostic en s'appuyant sur un discours qui se veut très scientifique. La muqueuse intestinale va tendre à être beaucoup plus perméable et va laisser passer dans le système sanguin des bactéries qui sont ensuite acheminées par les voies respiratoires et favorisent des mucosités. Donc c'est pour ça que dans le cas de votre fille, c'est possible que ces produits laitiers fragilisent beaucoup son système respiratoire en produisant ces mucosités. Andrea sera donc privée de tout produit laitier pendant 4 semaines pour voir si les symptômes disparaissent. Hop, bonne continuation à vous. Au revoir, Candice. Au revoir, à bientôt.
En proposant cette éviction, la naturopathe constate très souvent une nette amélioration. Et elle n'est pas la seule. En France, beaucoup d'ostéopathes ou d'homéopathes font la même observation. Mais qu'en pense la médecine conventionnelle? Nous contactons l'hôpital Necker, à Paris. Au service ORL, la question fait sourire. On ne voit pas pourquoi le lait provoquerait des sinusites. Les seuls praticiens qui prennent le sujet au sérieux, ce sont les allergologues. Le docteur Nian Pham-Thi fait parfois le même constat que les naturopathes, mais uniquement chez des enfants allergiques aux protéines de lait. Dans un petit nombre de cas, parmi ces enfants-là, eh bien, on a constaté qu'effectivement, on pouvait avoir une augmentation d'infections respiratoires, de signes respiratoires au niveau ORL et encore plus rarement au niveau bronchique. Donc, ça part d'une constatation clinique. Mais je dirais que ce sont des cas extrêmes, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui ont une consommation lactée qui est très importante, qui boivent plus de... parfois 1 litre, l'équivalent d'1 litre de lait par jour. Le phénomène est peu connu des médecins, car les études et les cas sont rares. Moins de 5% des enfants allergiques au lait développent ces symptômes. On est donc loin des constatations de la naturopathe. Là, on va faire des tests d'allergie, on va regarder si... Et le médecin met en garde les parents qui priveraient leurs enfants de laitage un peu trop vite. Cet état d'irritation des bronches. C'est pas anodin parce que ça a des conséquences quand même, des conséquences familiales, sociales, l'organisation de l'école et puis personnelle aussi. Il y a une image extrêmement forte de l'allergique. C'est-à-dire que l'enfant peut se sentir exclu, différent, isolé par rapport à ses camarades parce qu'il ne mange pas la même chose, parce qu'il faut faire attention. Est-ce qu'on fait bien en imposant ces régimes? Est-ce qu'on fait bien en posant ces diagnostics? Ce médecin recommande aux parents de demander systématiquement un avis médical avant de se lancer dans un régime sans lait, surtout chez les plus petits. La peur du lait de vache conduit de nombreux parents à priver leurs enfants de laitage sans aucune raison médicale. Comment en arrive-t-il là? Comment explique-t-on ce rejet du lait? En Touraine, un sociologue s'est spécialisé dans les peurs alimentaires, et notamment celle du lait de vache. L'émergence vraiment de ce discours anti-lait, il est apparu, disons, il y a une dizaine d'années. C'est essentiellement des urbains, et des urbains avec un relativement bon pouvoir d'achat et une bonne catégorie socio-culturelle. Le lait de vache citadin. Si vous êtes dans la précarité, votre problème, c'est d'avoir à manger. Alors que si vous êtes relativement bien installé, vous avez vous n'avez pas de souci logistique d'accès à l'aliment pour l'avenir. Par contre, la nouvelle peur qui va apparaître n'est plus celle du manque, mais va être celle de l'excès. Et donc, c'est dans la logique de la peur de l'excès que que la peur du lait fait son apparition. Abreuvé de produits laitiers, le consommateur, cet ingrat, aurait donc pris peur. Oubliant sa chance de consommer une denrée si rare, il y a un siècle seulement. Retour en 1900. À l'époque, seuls nos aïeux des champs consommaient le lait de la ferme. Car pour nos aïeux des villes, boire du lait, c'était un peu comme jouer à la roulette russe. Alors il y avait des images attendrissantes de la petite laitière qui vendait son lait de porte en porte ou qui vendait son lait aussi sous les porches des maisons dans les villes. Et elle avait une image sympathique et positive. En fait, elle vendait un produit parfaitement malsain. Tout change avec la pasteurisation qui limite la présence des bactéries et rassure les Français. Leur consommation de lait va doubler entre 1900 et 1950. Juste après la Deuxième Guerre mondiale, ce lait va permettre à l'État de nourrir des enfants affamés. Pitoyable martyr de la guerre et de ses terribles séquelles, des millions d'enfants souffrent encore de la misère et de la faim.
Le lait a un double avantage. Il est riche en protéines, tout en étant bon marché. Alors à partir de ce moment, les gouvernements successifs n'auront de cesse de faire sa promotion auprès des enfants. L'exemple le plus célèbre est certainement celui de Pierre Mendès France, qui rendit obligatoire la distribution d'un verre de lait sucré dans toutes les écoles en 1954. Il ne pensait pas seulement à la santé des enfants. On pensait beaucoup à la santé de l'économie. On produisait du lait, il fallait le consommer. Donc on a poussé à la consommation pour trouver un débouché donc à ce qu'on appelait le fleuve blanc, qui tendait à inonder quelque peu les campagnes françaises. Ce fleuve blanc s'écoule encore mieux grâce au procédé UHT et à la brique Tetra Pak, qui permet de conserver le lait pendant 3 mois. Jusqu'alors, l'industrie rassure. Mais dans les années 70, elle se met à jouer à l'apprenti chimiste. Les composants du lait sont triés. D'un côté, les matières grasses, de l'autre, les protéines ou le sucre du lait. Une haute technologie qui porte le nom de cracking et permet de multiplier le nombre de produits sur le marché. Depuis, les laits écrémés, demi-écrémés ou allégés en lactose ont fait leur apparition dans les rayons. Le fait de faire le cracking du filament du lait va provoquer une vision a posteriori industrielle du lait. À un moment, on a rajouté des choses dedans. Le lait vitaminé, le lait chocolaté, le lait ceci, le lait cela. Et donc, d'un seul coup, la filiation à l'animal se faisait moins, mais le côté industriel apparaissait criant. Un lait transformé, et voilà le consommateur qui s'inquiète des conséquences sur sa santé. Cette peur du grand méchant lait relève-t-elle du fantasme ou repose-t-elle sur une réalité médicale? Maux de ventre, troubles du transit, le lait peut-il nous rendre malades? Non merci ma chérie, tu sais bien que je ne digère pas le lait. Oui mais ça, c'est Matin Léger de Lactel. Un lait facile à digérer car il contient 90% de lactose en moins. Le lait indigeste, ce n'est pas seulement un argument publicitaire. Au moins 30% des Français ont du mal à digérer le sucre du lait. En langage médical, on parle d'intolérance au lactose. Cette intolérance, il est possible de la diagnostiquer par un test simple, à l'hôpital. À Grenoble, le laboratoire d'exploration digestive du CHU en réalise 2 fois par semaine. Depuis plusieurs mois, Dolores souffre de constipation suivie de diarrhée sévère. Son médecin est persuadé que c'est à cause des produits laitiers, mais elle en doute sérieusement. Je ne crois pas parce que les yaourts, j'en mange presque pas, je n'aime pas. Le lait, j'ai arrêté subitement parce que ça me disait plus rien. D'après vous, là, on ne va pas détecter d'intolérance au lactose? Je ne crois pas, je ne pense pas. Donc c'est 50 grammes de lactose qui correspond au sucre du lait, donc l'équivalent d'1 litre de lait que je vais diluer dans 250 ml d'eau. On va remuer, vous allez boire ceci. Si les problèmes digestifs de Dolores sont causés par une intolérance au lactose, dans les 3 heures qui viennent, elle ressentira les symptômes habituels. Non, c'est pas de goût. Il suffit donc d'attendre que la digestion commence. L'air expiré par Dolores va être analysé. Si elle est intolérante au lait, son intestin va libérer un gaz, de l'hydrogène, qui passe dans le sang et arrive jusqu'aux poumons. J'injecte donc 7. Pour l'instant, tout va bien. Mais une demi-heure plus tard, la machine s'emballe. Et nous sommes à 72. Au bout d'1 heure, c'est un chiffre qui est relativement important. En général, on les voit progresser à 1 heure entre 20 et 30, mais rarement de façon aussi importante. Donc je pense que sur les prochains prélèvements,
les chiffres vont être d'autant plus élevés. On va pouvoir terminer l'examen puisque vous êtes à 138. Il signifie bien une intolérance au lactose. Des douleurs abdominales? Un tout petit peu, oui, ça faisait glou 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 glou. Et des gargouillis? Oui, des gargouillis. Et puis alors je suis allée à la selle, excusez-moi de vous dire, je suis allée en diarrhée, voilà. Et au niveau des douleurs Les douleurs, non, j'ai toujours un peu la nausée. Sans ça, ça va. Dolores est rassurée. Pas besoin d'examen complémentaire. Mais à partir de maintenant, les produits laitiers ne sont plus vraiment ses amis. Le lait, je n'en boirai plus. Je ne boirai plus de lait, je mangerai plus de yaourt. C'est dommage. Mais je me rattraperai un tout petit peu au fromage. Les médecins recommandent généralement d'arrêter tous les produits laitiers pendant 4 semaines et de réintroduire ensuite progressivement du fromage ou des yaourts qui, eux, contiennent très peu de lactose. Et pour les personnes qui veulent continuer à boire du lait, les formules allégées en lactose sont mieux tolérées. Comme Dolores, des millions de Français vivent avec des troubles digestifs sans que personne n'ait jamais pensé à faire le lien avec le lait. Je trouve que c'est une pathologie dont on parle peu dans les études de médecine et également dont on parle peu aux gastro-entérologues, qui m'apparaît sous-estimé pour prendre en charge les patients qui viennent pour des douleurs abdominales. Mais même un médecin averti peut passer au travers. Ce matin-là, le docteur Mathieu reçoit une patiente qu'il suit depuis 10 ans pour une maladie du pancréas et de nouveaux symptômes viennent d'apparaître. J'ai tendance à avoir, oui, effectivement, mal à la tête, à être fatiguée, tout simplement. Fatigué, oui. Est-ce que vous avez aussi des douleurs dans les articulations? Oui, au niveau des épaules et au niveau des jambes. Au niveau des épaules et des jambes, d'accord. Ces nouvelles douleurs incitent le médecin à s'intéresser pour la première fois à la consommation de laitage de sa patiente. Envie de vomir de temps en temps aussi. Dans votre alimentation, est-ce que vous avez l'impression que vous prenez beaucoup de lait? Ouais, je passe facilement 1 litre de lait par jour. D'accord, oui. La jeune femme réalise alors que sa toute première crise, il y a 10 ans, a eu lieu dans une ferme, juste après avoir bu du lait de vache. Vous sortez de la ferme et c'est quoi? Ce qui m'intéresse, c'est les premiers signes, c'était quoi? Les premiers signes, en fait, j'ai eu très mal au ventre. J'avais vraiment très mal au ventre. Je suis allée voir le médecin, donc j'ai travaillé toujours dans cette ferme. Et en fait, c'est avéré que c'était une crise de foie pour lui. Qu'est-ce que vous appelez une crise de foie? C'était quoi? Le ballonnement, peut-être, très certainement. Oui. Ça fait très longtemps aussi. Oui, je sais, mais enfin quand même, donc les nausées, donc le point de départ, finalement, ça peut être, pourquoi pas, une intolérance au lactose en point de départ. Ouais. Je m'y attendais vraiment pas. Moi non plus. Non, mais là, ce qu'on veut voir, c'est de façon très temporaire, clac, on arrête et on voit si vous n'avez plus de symptômes. Je pense que, vu ce que vous venez de me raconter, on pourrait faire disparaître les douleurs, les gonflements, les ballonnements, tout ce qui est trouble du transit. Et ça, c'est moins évident, mais why not les douleurs articulaires et les céphalées. Comment le simple fait de boire du lait peut-il entraîner des maux de tête ou des douleurs articulaires? Pour le comprendre, il faut rappeler comment nous digérons. Le lait que nous buvons tombe dans l'estomac et part ensuite dans l'intestin grêle. C'est là normalement que le sucre du lait, le fameux lactose, ici représenté par des petits monstres verts, doit être digéré. Cette mission est confiée à une super enzyme, la lactase, qui doit les couper en deux. Mais quand la lactase fonctionne moins bien ou qu'elle a disparu, le sucre du lait se retrouve intact dans le côlon. Et cette fois, ce sont des bactéries qui vont se charger de le casser. C'est cette fermentation qui tout d'abord va créer de l'hydrogène. Et l'hydrogène, ça donne des gaz. Ça gonfle le côlon et en gonflant le côlon, ça peut donc donner des gaz, des flatulences, mais des douleurs abdominales. Mais il y a pire encore. Quand les bactéries ont beaucoup de mal à casser le lactose, elles libèrent des substances toxiques qui passent dans le sang et peuvent entraîner les autres symptômes.
Et voilà pourquoi il y a certains patients et également des publications dans la littérature médicale qui rapportent des céphalées, des migraines, de l'eczéma, des douleurs articulaires, comme ma petite patiente de tout à l'heure. Ces symptômes ont beau paraître lourds, l'intolérance au lactose n'est pas une maladie. Nous allons voir qu'à l'échelle de la planète, c'est même la norme. À l'origine, la nature nous a tous programmés pour digérer le lait de notre mère, mais seulement jusqu'à l'âge de 3 ans. Après le sevrage, les enfants s'arrêtent de fabriquer la lactase, la fameuse enzyme devenue inutile. Seules les populations qui ont pris l'habitude de boire du lait de vache à l'âge adulte en produisent toujours. Ces populations, on les trouve partout où l'élevage s'est développé, à partir de moins 10 000 avant Jésus-Christ. En Europe du Nord, en Amérique du Nord et dans quelques régions d'Afrique. Partout ailleurs, les populations ne boivent que très rarement du lait. Résultat, les 3/4 des habitants de notre planète ne le digèrent pas. L'intolérance au lait a beau être la norme, en France, les médecins considèrent toujours qu'il s'agit d'une maladie qu'il faut absolument soigner. La raison invoquée par tous, le sacro-saint calcium, indispensable pour avoir un bon squelette. Regardez l'habitude à laquelle je tiens le plus. Et pour ça, j'ai vraiment besoin d'avoir des os solides. Waouh, maman! Un seul câlin plus apporte la moitié des besoins en calcium et de la... Ces publicités s'appuient sur des recommandations officielles. Pour une alimentation équilibrée, il faut manger 3 à 5 produits laitiers par jour. Et sinon, gare à vous. Ah ben bravo les champions du monde, vous l'avez cassé. Mais oui, c'est normal, il mangeait pas de petits Gervais. Et donc, Mais d'où viennent ces recommandations données à longueur de journée par les publicités? Le calcul des besoins en calcium des Français a été confié à l'INRA, l'Institut national de recherches agronomiques, dans les années 80. Quelque part au cœur des volcans d'Auvergne, nous prenons donc la route de l'INRA de Theix. C'est ici que se trouve la spécialiste du calcium en France. Véronique Coxam va nous expliquer de combien de calcium notre squelette a besoin pour rester en pleine forme. Pour le calcul des apports nécessaires quotidiennement, on se base sur le besoin nutritionnel moyen qui correspond aux dépenses obligatoires auxquelles l'organisme doit faire face chaque jour, qui sont de l'ordre de 260 mg. 260 mg de calcium, c'est ce que notre squelette perd chaque jour. Mais pour les récupérer, il ne suffit pas d'en avaler autant, il en faut beaucoup plus. Car seul 30% du calcium qu'on ingère finit dans les os. L'INRA a donc estimé nos besoins à 700 mg par jour. Mais comme les Français ont tendance, paraît-il, à quelque peu esquiver les recommandations, on a d'office appliqué une marge de sécurité. Et donc on arrive au chiffre de 900 mg chez l'adulte. Chez l'enfant qui va grandir, il va falloir lui fournir plus de calcium. Et la personne âgée, elle devra consommer plus de calcium pour pouvoir fixer la même quantité qu'un adulte. En France, les adolescents et les personnes âgées doivent donc avaler 1200 mg de calcium par jour, alors que les adultes peuvent se contenter de 900 mg. Mais que doit-on consommer pour atteindre ces chiffres? Beaucoup d'aliments contiennent du calcium, mais selon l'INRA, un seul compte vraiment, le lait. La voie royale de calcium, ce sont les produits laitiers, puisque c'est la source alimentaire qui va nous fournir le calcium le plus facilement absorbable. Donc 3 produits laitiers correspondent à peu près aux quantités que l'on doit consommer quotidiennement. Et que se passe-t-il si des enfants ne mangent pas suffisamment de produits laitiers? Pour Véronique Coxam, il ne fait aucun doute qu'ils le paieront un jour ou l'autre.
Il a été clairement démontré que la non-consommation de produits laitiers pendant l'enfance ou l'adolescence augmente le risque de fracture d'à peu près 10%, 10-11% chez la personne âgée. Donc ce n'est pas anodin. La fracture, voilà la menace qui plane au-dessus de nos têtes et surtout celle des 250 millions de femmes atteintes d'ostéoporose dans le monde. Ces femmes, qui ont une masse osseuse plus basse que la normale, vivent dans la crainte de se casser. Un enjeu médical considérable qui mobilise tous les rhumatologues de la planète. Mais d'où viennent les études qui nous font si peur? L'industrie laitière cite souvent celle du professeur Risoli, une référence mondiale sur le sujet. Il dirige le Centre de maladies osseuses de Genève. Nous partons à sa rencontre. Le voici en chair et en os. René Risoli, professeur de médecine, va s'improviser pour nous, professeurs tout court. Avec une phase d'accélération. La leçon du jour, pourquoi les laitages nous protègent-ils des fractures? Tout tient, paraît-il, dans cette courbe, celle de notre densité osseuse qui se construit seulement jusqu'à l'âge de 20 ans. Et qui varie aussi selon le site squelettique. Plus votre capital est élevé, c'est-à-dire plus vous êtes avec un capital favorable, plus vous allez entrer la deuxième moitié de votre vie avec une situation où vous avez assez d'os pour faire face à un stress fracturaire. Alors, si vous êtes là jusqu'à peu près 45-50 ans, la valeur reste constante. On est là à 45 ans. Et ensuite, chez la femme, particulièrement après la ménopause, il y a une chute accélérée de l'os et après une diminution constante qui ne s'arrête jamais avec l'âge. Et c'est à ce moment-là qu'on récupère tous les bienfaits des produits laitiers pris pendant l'adolescence. Si vous entrez dans votre phase de ménopause avec un capital osseux élevé, eh bien, vous pouvez vous permettre de voir des vieux os jusqu'à la fin de vos jours, alors que si vous entrez dans votre ménopause avec un capital qui est beaucoup moins important, eh bien, vous avez beaucoup de chances d'avoir une fracture. Pour appuyer sa démonstration, René Risoli nous propose de filmer une ostéodensitométrie. C'est l'examen de référence pour mesurer la densité osseuse. Soulevez les deux pieds, s'il vous plaît, madame. Encore un tout petit peu plus. Merci beaucoup. Très bien. Est-ce que vous êtes bien à plat? Oui, oui. La patiente choisie pour être filmée, c'est Geneviève. Cette femme de 79 ans s'est récemment fracturé le bassin à 3 endroits, à la suite d'une très légère chute. Et son médecin suspecte une ostéoporose. On regarde la densité minérale osseuse de ces vertèbres et le principal composant qui atténue les rayons X, c'est bien sûr des sels de calcium et de phosphore qui constituent ou qui confèrent à l'os sa rigidité et sa dureté. Eh bien, cette personne a manifestement le diagnostic d'ostéoporose. Et manifestement, Geneviève n'a pas été choisie au hasard. On le comprend quand on s'intéresse à sa consommation de laitage. Est-ce que vous êtes une grosse consommatrice de produits laitiers ou pas? Pas trop. Pas trop. Les yogourts, j'aime pas trop. Non, pas vraiment. Geneviève condamnée à l'ostéoporose parce qu'elle a consommé très peu de produits laitiers. Voilà de quoi conforter la démonstration du professeur. Ce discours est relayé depuis 30 ans par les pouvoirs publics, l'industrie du lait ou les médias. Et les voix qui le contestent font figure d'extraterrestres dans le monde de la recherche. Aux États-Unis, l'homme que nous allons rencontrer n'a pourtant rien d'un savant fou. Walter Willett dirige à Harvard la plus grosse unité de nutrition au monde. Dans les années 90, on lui confie le suivi d'une population de 77 000 femmes. Il va alors comparer la santé osseuse de celles buvant moins d'un verre de lait par jour à celles en buvant au moins 2. Nous avons recueilli les données à partir de 1990 et nous avons publié notre première étude en 1997. Et nous continuons à travailler sur ce lien.
Et ce que nous avons trouvé, c'est que les gros consommateurs de lait n'ont pas moins de risques de fracture que les autres. Cette étude fait voler en éclats toutes ces certitudes. Walter Willett mène alors d'autres recherches. Toutes confirmeront que le calcium des produits laitiers n'a aucun impact sur les fractures, ni sur la santé osseuse. En fait, depuis de nombreuses années, nous assistons à un paradoxe. Dans les pays où l'on consomme le plus de lait au monde, comme aux États-Unis, on constate qu'il y a plus de fractures que dans les pays où l'on n'en consomme plus après l'âge de 2 ou 3 ans. L'Organisation mondiale de la santé elle-même s'est intéressée à ce phénomène étrange. Elle recommande d'ailleurs de consommer 500 mg de calcium par jour, 2 fois moins que les recommandations françaises. Jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve que le fait de boire beaucoup de lait pendant l'enfance et l'adolescence soit important pour éviter les fractures. Bien sûr, plus tard dans la vie, notre masse osseuse diminue, mais il n'y a aucun intérêt à en boire plus pour autant. Je ne pense pas que les femmes doivent boire plus de lait après la ménopause. En fait, je suis persuadé que boire du lait ne réduira pas leur risque de fracture. Ces résultats, le chercheur les a publiés dans des revues scientifiques passées totalement inaperçues, jusqu'à ce qu'un journaliste s'y intéresse. Thierry Soucard a longtemps vanté les bienfaits du lait dans un magazine scientifique réputé. Avant de rencontrer Walter Willett, il croyait comme tout le monde qu'on manquait de calcium. Lorsque je relis certains de mes articles, je m'aperçois que j'ai été manipulé par une communication ciblée, orientée, à destination des journalistes scientifiques, avec des médecins en qui on avait confiance. Et il a fallu ensuite reprendre le fil de tous ces travaux. Quand je dis reprendre le fil, c'est aller par soi-même vérifier ce que disaient les études. Thierry Soucard ne se contente pas des travaux du chercheur américain. Pendant 2 ans, il répertorie minutieusement toutes les études sur le sujet. Il commence par s'intéresser à ce fameux pic de masse osseuse, cité en référence dans tous les guides officiels. Il est incontestable qu'une forte consommation de lait et de produits laitiers, pendant l'enfance, surtout pendant l'adolescence, détermine l'acquisition du pic de masse osseuse et constitue alors un facteur important de prévention de l'ostéoporose. Mais oui, on peut affirmer tout ce qu'on veut, hein. Ce modèle reste un modèle totalement théorique qui n'a jamais été démontré. J'ai cherché dans la littérature des études mettant en lien le pic de masse osseuse et le risque de fracture. On n'a pas ça. En 2004, Thierry Soucard publie « Lait, mensonges et propagande ». Il y affirme que les bienfaits du lait ont été largement surévalués par les scientifiques et par les autorités de santé, et il n'y voit qu'une raison, la pression économique. Tous les gens qui prennent la parole, ou quasiment tous, y compris au plan officiel, et vous en avez cité quelques-uns, ont des liens avérés, réguliers, étroits avec l'industrie laitière. Les spécialistes sont effectivement très souvent liés financièrement aux industriels du lait. Ceux de notre reportage n'échappent pas à la règle. À Genève, René Risoli est régulièrement l'invité des congrès organisés par Danone ou Nestlé. En Auvergne, l'Institut national de recherches agronomiques, celui-là même qui s'est chargé d'établir les recommandations des besoins en lait de la population française, est en partie financé par l'industrie laitière. Je ne pense pas qu'il y ait de scientifiques à l'heure actuelle, dans le domaine de la nutrition, qui ne travaillent pas avec l'industrie agroalimentaire. Ça fait partie du financement de la recherche. En tous les cas, le scientifique se doit d'être honnête et il a son honnêteté intellectuelle et on est libre de notre pensée. Ce conflit d'intérêts a-t-il pu tout de même influencer les chercheurs et les autorités?
Dans le domaine de l'alimentation, il existe, comme pour le médicament, une agence chargée d'assurer la sécurité de la population. Le professeur Margaritis, experte en nutrition, va nous expliquer pourquoi la France recommande 2 fois plus de produits laitiers que l'Organisation mondiale de la santé. Dans nos pays occidentaux, on consomme beaucoup de protéines, plus de sel. Donc ce sont des facteurs qui favorisent l'élimination du calcium. Donc de ce fait, il faut en apporter plus. Ça, c'est une chose. On est aussi dans des pays avec des modes de vie relativement sédentaires. On sait que la sédentarité ne favorise pas la santé osseuse. Donc tous ces éléments-là vont faire qu'on adapte les repères, on adapte les apports nutritionnels conseillés, mais aussi les repères alimentaires en fonction du contexte culturel et du mode de vie. L'agence planche tout de même sur de nouvelles recommandations qui tiendraient compte des dernières recherches. Une chose est sûre, le temps où l'on avait le sentiment qu'on pouvait consommer des laitages à volonté semble révolu. Tout excès, en considérant n'importe quelle catégorie d'aliments, est un non-sens d'un point de vue nutritionnel. Donc on n'a jamais dit qu'on devait consommer des produits laitiers à volonté. Donc la mesure, pour les produits laitiers comme pour d'autres groupes alimentaires, doit être de mise. Les laitages, des aliments devenus bien embarrassants pour les autorités de santé qui doivent désormais répondre à une autre inquiétude beaucoup plus sérieuse. Des médecins et des chercheurs affirment que les produits laitiers peuvent être responsables de maladies graves, comme des cancers ou des maladies immunitaires. Et là, j'ai les premiers qu'on m'a fait, 59. Dans ses placards, Anita a conservé plus de 50 années de dossiers médicaux. Elle n'avait que 14 ans quand on lui a diagnostiqué une polyarthrite rhumatoïde. Sans qu'on sache très bien pourquoi, son système immunitaire s'est retourné contre elle, déformant ses articulations. Pour ouvrir mes boîtes, tout ça, j'y arrive pas. Là, la force, ça, je sens que je perds la force, ça oui. Anita est restée impuissante face aux transformations de ses mains et de ses pieds, jusqu'à ce qu'elle consulte un médecin, un spécialiste de l'immunité. Persuadé que le lait joue un rôle dans cette maladie, il lui demande alors d'arrêter tous les laitages. À partir du moment où le docteur Signalé m'a dit que le lait, tout ce qui était lait de vache, c'était très très mauvais pour nous, j'ai tout supprimé. Et je n'ai pas bu de lait, je ne peux pas vous dire, j'ai bu une goutte de lait depuis 10 ans. Et depuis 10 ans, chaque matin, Anita touille sa chicorée face à son mari qui, lui, se verse un bon bol de lait, pas vraiment convaincu par le choix de sa femme. Qu'est-ce que vous en pensez justement de cette éviction du lait dans la nourriture? Je crois peut-être un peu plus que je croyais il y a quelques temps, mais pas complètement. Hein. Il n'y a pas eu de miracle quand même, hein, depuis qu'elle ne prend pas de lait. Hein. C'est pas beaucoup mieux, hein, c'est pas possible. C'est pas beaucoup mieux. Ah mais j'ai moins de crise, hein. Bon, ah ouais, j'ai moins de crise et moins fort. Mais comme il dit, comme il n'a pas de problème, quand on n'a pas de douleur, moi c'est les douleurs, hein. Et puis les inflammations que j'avais aux articulations qui m'ont poussé à faire ce régime. Et je m'en réjouis de l'avoir suivi. Hein. Si vous n'aviez pas arrêté les laitages, vous seriez dans quel état de santé selon vous? Plus déformé. Plus déformé. Alors que là, j'étais limitée qu'aux mains et puis aux pieds, c'est tout. Hein. Le reste, vous le voyez. Hein. Il a fallu quelques années à Anita avant d'oser retourner voir son rhumatologue, persuadée qu'elle se ferait rappeler à l'ordre à cause de ce fameux régime. Jean-Pierre Poinsignon se souvient parfaitement du jour où elle a franchi la porte de son cabinet.
ça a été une sorte de révélation, puisqu'elle avait diminué de moitié son traitement et qu'elle allait beaucoup mieux puisqu'elle était en rémission. Après, j'ai appliqué pendant une dizaine d'années à beaucoup de mes patients volontaires cette méthode alimentaire et j'ai maintenant plusieurs centaines de cas qui sont très améliorés par l'alimentation du type signalé, qu'on appelle aussi l'alimentation ancestrale. Jean Seignalet, le médecin qui a prescrit à Anita son régime sans lait, est décédé en 2003, laissant derrière lui de nombreux travaux sur le rôle de l'alimentation dans les maladies auto-immunes. Des travaux controversés, notamment à cause de ses propos sur le lait. Jean-Pierre Poinsignon, lui, le considère comme un visionnaire. C'est anti-nature de croire que le lait est un aliment. Le lait est un puissant vaccin, le lait est un super produit de croissance, mais une fois que le mammifère est sevré, il faut arrêter. Donc je pense qu'en premier lieu, comme première cause de problèmes immunitaires, ce sont les produits laitiers d'une autre espèce que l'on met dans l'espèce humaine. Ces propos, aucune étude scientifique ne les a validés, Jean-Pierre Poinsignon le sait. Mais la réussite du régime auprès de ses patientes lui a fait oublier tout ce que la faculté de médecine a pu lui enseigner sur les bienfaits des laitages. Alors que dire aux 200 000 personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde en France? À l'hôpital Cochin, à Paris, un médecin a cherché à savoir si ces régimes avaient un réel impact. Laure Gossec a publié une étude sur le sujet. Aujourd'hui, on n'a aucune preuve scientifique que les régimes en exclusion de produits laitiers aient un effet ni sur l'incidence ni sur la sévérité d'une polyarthrite rhumatoïde. Parce que la polyarthrite, c'est une maladie qui fluctue au fil du temps, ce qui fait que tout naturellement, les patients peuvent aller mieux, l'attribuer peut-être à un régime, au temps qu'il fait, ou à un autre élément. Et en fait, c'est les fluctuations normales de la maladie. Et puis, il y a d'autres arguments. Les Japonais, par exemple, consomment très peu de produits laitiers et pourtant, ils ont également de la polyarthrite rhumatoïde. Donc, je pense que c'est très difficile aujourd'hui de se dire que le lait a un effet. L'amélioration ressentie par les patients a beau être bien réelle, en l'état actuel des connaissances, elle ne peut être attribuée qu'à un effet placebo. Les médecins ne s'opposent pas à ces régimes, à condition que les malades n'arrêtent pas leurs traitements habituels qui, eux, ont fait leurs preuves. Le lien entre les laitages et les maladies immunitaires n'a donc pas été démontré. Mais qu'en est-il de l'autre grande rumeur, le lait qui provoquerait des cancers? L'homme qui a de nouveau jeté le pavé dans la mare, c'est encore lui, Walter Willett, le responsable de l'unité de nutrition de l'école de santé publique de Harvard. Nous avons, comme beaucoup d'autres, constaté qu'une consommation élevée de lait ou de produits laitiers est liée à des risques plus élevés de cancer de la prostate mortel. Et c'est une de nos préoccupations. La réponse n'est pas totalement concluante, mais nous avons beaucoup de preuves qui vont dans ce sens. Les hommes buvant plus de 3 verres de lait par jour ont, selon les études, entre 30 et 70% de risques supplémentaires de développer un cancer de la prostate. Selon Walter Willett, ce risque serait dû aux hormones de croissance présentes naturellement dans le lait pour faire grandir les veaux. Ces hormones, on les appelle les IGF-1. Nous savons que le fait de boire beaucoup de lait augmente les taux d'IGF-1 dans le sang. Et nous savons aussi que des taux sanguins élevés en IGF-1 sont liés à des risques plus sévères de cancer de la prostate. Il ne s'agit là que d'une hypothèse, mais une hypothèse suffisamment inquiétante pour que les autorités de santé planchent sur le sujet. Pendant 2 ans, un groupe de travail, dirigé par une chercheuse de l'Institut Gustave-Roussy, à Villejuif, a fait l'inventaire des études. Les conclusions ont été rendues en mai 2012, avec une bonne et une mauvaise nouvelle. En ce qui concerne le cancer colorectal, la consommation de produits laitiers, surtout de lait, serait associée à une diminution de risque de cancer colorectal. En ce qui concerne en revanche le cancer de la prostate, il y a quand même maintenant des arguments assez forts pour penser qu'une consommation importante de produits laitiers et ou de calcium serait associée à une augmentation du risque de cancer de la prostate. Le lait bon pour le côlon,
mais mauvais pour la prostate. Difficile de choisir entre les deux et de changer les recommandations. Quant à la présence des hormones de croissance, il semblerait que les facteurs de croissance, notamment les IGF-1 contenus dans les produits laitiers, soient très largement dégradés par les process, soit pour le lait, le phénomène UHT, soit pour les laitages, la cuisson ou la fabrication des fromages. Et donc l'absorption directe serait très modeste. Mais les chercheurs sont tombés sur un os. Les hormones de croissance ont beau être détruites par la cuisson, les buveurs de lait en ont plus que les autres dans leur sang. La piste la plus probable, c'est qu'au contact des laitages, l'organisme se mette à fabriquer ses propres IGF-1. Mais en attendant d'en savoir plus, que doit-on faire ? Je pense qu'à l'heure actuelle, où il y a beaucoup d'incertitudes, il est raisonnable d'avoir une consommation modérée de produits laitiers. Je pense que 3 ou 4 rations par jour, c'est totalement inutile. Alors, combien ? Je dirais 1 ou 2 par jour pour la plupart des gens. Oui, 1 ou 2 rations de produits laitiers, cela peut être du lait, du fromage ou des yaourts. Un principe de précaution, en attendant de nouvelles études, pourquoi pas ? Mais quelles études et comment les mener? L'impact du lait sur notre santé dépend de nos gènes et de l'ensemble de notre alimentation, ce qui rend les recherches très difficiles. Il va donc falloir s'armer de patience avant d'obtenir des réponses qui condamneront peut-être, ou au contraire, blanchiront un jour le lait.